L'Afrique est l'une des régions les plus vastes et les plus diverses de la planète. Plus d'1 milliard de personnes y vivent, au cœur de paysages qui changent radicalement d'un territoire à l'autre. Déserts brûlants, forêts épaisses, savanes ouvertes et plaines infinies. Depuis des millénaires, ces environnements exigeants ont poussé les êtres humains à inventer des manières de vivre profondément différentes. Il y a des millions d'années, d'immenses bouleversements géologiques ont façonné des paysages uniques, comme la Grande Vallée du Rift. Ces terres ont influencé directement la façon dont les peuples se sont installés, déplacés, nourris et organisés. Dans ces régions parfois isolées, des centaines de tribus sont apparues, chacune avec son propre univers, ses croyances, ses traditions et son rapport particulier à la nature. 1. Les Karo et les Mursi. L'art du corps dans la vallée de l'Omo. Au cœur de la magnifique et reculée vallée de l'Omo, dans le sud de l'Éthiopie, vit le peuple Karo. Cette communauté fait partie des plus petites tribus d'Afrique de l'Est, mais aussi des plus impressionnantes par la beauté de ses traditions. Les Karo sont de véritables maîtres de la peinture corporelle. À l'aide de poudre blanche, d'ocre jaune et rouge, mélangées à du beurre, ils recouvrent avec soin leur visage, leur poitrine et leurs bras de motifs géométriques, de points, de lignes et de cercles. Chaque dessin porte un sens. Il peut évoquer l'âge, le statut social, la beauté ou encore les accomplissements personnels. Chez eux, la peinture du corps n'est pas réservée aux grandes cérémonies. De nombreux jeunes se décorent chaque jour comme une manière d'affirmer leur identité et de maintenir un lien vivant avec leurs ancêtres. Leurs voisins, les Mursi, sont souvent considérés comme l'un des peuples les plus singuliers d'Éthiopie. Les femmes Mursi sont célèbres dans le monde entier pour leurs plateaux labiaux, des disques d'argile polis placés dans la lèvre inférieure lorsqu'elles atteignent environ 15 ou 16 ans. Avec le temps, des disques plus grands sont utilisés, élargissant progressivement la lèvre. Ce plateau est un symbole d'identité et a longtemps joué un rôle important dans le mariage. Dans certaines familles traditionnelles, une mariée portant un grand plateau pouvait recevoir une dot allant jusqu'à 38 vaches. Les marques corporelles font aussi partie de leur identité visuelle. Elles forment des motifs variés, choisis selon l'imagination, l'histoire personnelle et les codes culturels de chacun. Les Karo et les Mursi cultivent le sorgho et le maïs le long des plaines inondables. Parmi leurs traditions les plus spectaculaires se trouve le rituel du saut de taureau. Un jeune homme doit courir et bondir sur le dos d'une longue rangée de taureaux sans tomber, afin de prouver qu'il est prêt à entrer dans l'âge adulte. Cette première tribu vous a-t-elle impressionné? Commentez le chiffre 1 ci-dessous. Et si vous ressentez autre chose, partagez aussi votre avis pour que nous puissions tous le découvrir. 2. Les Mundari, les grands gardiens du bétail. Sur les vastes prairies qui bordent le Nil Blanc, au Soudan du Sud, vit le peuple Mundari. Cette fière communauté pastorale organise presque toute son existence autour de ses troupeaux majestueux. L'animal le plus remarquable est l'immense taureau Ankol Watusi. Ses cornes peuvent mesurer jusqu'à 1,8 mètres d'une extrémité à l'autre, ce qui en fait l'une des races bovines les plus impressionnantes au monde. Pour les Mundari, chaque taureau est bien plus qu'un animal. Il est un membre de la famille. Chaque bête porte un nom, et plus ses cornes sont grandes et spectaculaires, plus le prestige de son propriétaire augmente. Certains taureaux sont même honorés par des chants composés spécialement pour eux. L'une des coutumes les plus étonnantes des Mundari est leur utilisation quotidienne de l'urine de vache. Ils la recueillent fraîchement et l'emploient comme une sorte de savon naturel et de protection pour la peau. Mélangée à la cendre de bouse brûlée, elle forme une fine couche protectrice contre les insectes, le soleil intense et certaines affections cutanées. C'est cette pratique qui contribue à l'apparence blanchâtre et lisse de la peau. Devenus célèbres dans les campements Mundari, autour de leur village, des tas de bouse de vache se consument lentement, produisant une fumée blanche et douce. Les Mundari s'y exposent volontairement pour éloigner les moustiques et sécher l'humidité du matin sur leur peau. Les femmes traient les vaches et veillent à la nourriture du bétail. Ici, le troupeau est la monnaie fondamentale de la vie. Il sert de dot, de cadeau et parfois même de moyen de réconciliation.
Mais le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde depuis son indépendance en 2011, a traversé de graves conflits internes. Les Mundari ont dû faire face aux vols de bétail, aux déplacements forcés, aux sécheresses et aux inondations. 3. Les Hadza, le dernier peuple libre. Dans la savane aride près du lac Eyasi, au nord de la Tanzanie, vit une communauté dont le mode de vie est plus ancien que l'agriculture. Les Hadza comptent parmi les derniers peuples chasseurs-cueilleurs de la Terre. Leur manière d'exister est restée presque inchangée depuis plus de 40 000 ans. Les Hadza ne cultivent pas la terre, ils n'élèvent pas d'animaux, ils ne possèdent presque rien. Leur langue contient une série de consonnes aspirées très anciennes. Certains linguistes pensent que ces sons pourraient conserver des traces des premières langues humaines complexes. Lorsque les ressources diminuent, les Hadza rassemblent simplement leurs rares biens personnels. Un arc, quelques flèches, un petit pot, puis se déplacent vers un autre endroit. Les hommes partent à l'aube avec des arcs fabriqués à la main et des flèches empoisonnées pour chasser de petites antilopes, des oiseaux ou des babouins. Mais les femmes sont de véritables piliers de la survie. Une femme Hadza expérimentée peut reconnaître plus d'une centaine d'espèces végétales. Elle sait quelles racines contiennent de l'eau pendant les mois secs et comment récolter le miel sauvage dans les hautes branches d'acacia. Tout ce qui est trouvé est partagé avec le groupe. La polygamie existe dans la culture Hadza, mais elle n'est pas liée à la richesse ou au prestige. Elle répond avant tout à une logique de survie. Avec parfois jusqu'à 10 épouses, la structure familiale d'un homme Hadza peut soutenir et nourrir une grande partie du groupe. Chaque femme joue un rôle essentiel, et ensemble, elles forment une unité de survie très soudée. Étonnant, n'est-ce pas? Imaginez une vie partagée avec 10 partenaires. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais la famille et la subsistance ne reposent pas uniquement sur la chasse. Les Hadza disposent aussi d'une ressource précieuse, le miel, un trésor sucré offert par la nature. Pour eux, le miel n'est pas seulement un aliment délicieux, c'est une source essentielle d'énergie. À certaines périodes de l'année, il peut représenter jusqu'à 80% de leur apport calorique, surtout lorsque les autres ressources deviennent rares. Dans leur monde, l'argent n'occupe pas la place centrale. Lorsqu'ils ont besoin d'objets que la forêt ne peut pas fournir, les Hadza utilisent un système d'échange ingénieux, fondé sur la réciprocité et l'esprit communautaire. Au lieu de payer en espèces, ils troquent ce qu'ils possèdent. Outils artisanaux, bijoux ou miel, contre des vêtements modernes ou des outils métalliques introuvables dans la nature. 4. Les Turkana, les esprits indomptables du Nord. Dans les régions rudes du nord du Kenya, près des frontières avec l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, s'étend l'un des paysages les plus saisissants d'Afrique de l'Est. Le lac Turkana, plus grand lac désertique permanent du monde, s'étire sur environ 150 milles, avec des eaux turquoises spectaculaires. Cette région fait partie de ce que les scientifiques appellent le berceau de l'humanité. Certains des plus anciens fossiles d'ancêtres humains y ont été découverts, notamment sur la rive orientale du lac Turkana. Parmi eux se trouve le célèbre garçon de Turkana, un squelette remarquablement complet d'un jeune Homo erectus datant d'environ 1,5 million d'années. Les Turkana élèvent des bovins, des chèvres et surtout des chameaux. Dans ce désert, le chameau est une source de vie. Il survit là où d'autres animaux périssent et fournit du lait pendant les périodes de sécheresse, lorsque la plupart des troupeaux ne peuvent plus tenir. Les femmes Turkana portent de superbes colliers de perles superposés. Chaque couche peut symboliser une étape de la vie, un mariage, la naissance d'un enfant ou une cérémonie importante. Certaines femmes portent 30 ou 40 colliers à la fois. Les hommes Turkana ont aussi une tradition capillaire très reconnaissable. Ils tressent leurs cheveux, les recouvrent d'argile et leur donnent une forme de casque dur, souvent décoré de plumes. Ce casque d'argile symbolise le statut guerrier de l'homme. L'une des premières choses qui impressionnent chez eux est leur capacité à construire des abris temporaires. Avec seulement des matériaux disponibles dans le désert, herbes sèches, branches d'acacia, feuilles de palmier et peau animale, ils élèvent des huttes en forme de dôme, simples mais efficaces.
La communauté est le cœur battant de la vie Turkana. Lors des rituels et des festivals importants, les familles se rassemblent pour honorer les ancêtres, prier pour la pluie et la prospérité des troupeaux et renforcer les liens qui les aident à traverser les périodes difficiles. Le quotidien est intimement lié à l'eau. Chaque goutte est sacrée. Pourtant, la vie ici est loin d'être facile. Les Turkana affrontent des sécheresses sévères, des pénuries alimentaires et les effets croissants du changement climatique. L'eau est considérée comme la ressource la plus précieuse. Elle est protégée avec soin et partagée au sein de la communauté. Vivre près d'une frontière instable signifie aussi rester constamment vigilant et prêt à réagir. 5. Les Himba, le peuple ancestral du désert du Namibe. Au cœur du désert du Namibe, le long des lits de rivières asséchées du nord de la Namibie, vit une communauté souvent décrite comme l'une des plus fascinantes d'Afrique. Les Himba habitent ces terres depuis des siècles et descendent du peuple Herero. Le désert du Namibe est l'un des plus anciens du monde, peut-être âgé de plus de 55 millions d'années. Chaque matin, les femmes Himba accomplissent un rituel devenu célèbre dans le monde entier. Elles mélangent de la graisse de beurre avec de l'ocre rouge finement broyé pour créer une pâte épaisse appelée ojize. Elles l'appliquent sur la peau, le visage et les longues tresses, donnant aux Himba leur teinte rougeâtre caractéristique. L'ojize protège la peau contre le soleil brûlant, le vent du désert et aide aussi à éloigner les insectes. Comme l'eau douce est extrêmement précieuse, les femmes Himba traditionnelles se lavent rarement avec de l'eau. Elles utilisent plutôt des herbes et des résines aromatiques brûlées dans un petit pot en terre. La fumée parfumée purifie alors leur corps et leurs vêtements. La société Himba possède un élément matriarcal. L'héritage peut se transmettre par la lignée maternelle. Les hommes passent souvent de longues périodes à garder les troupeaux dans des pâturages éloignés. Durant ces semaines, le village devient principalement organisé par les femmes. Les mères enseignent à leurs filles comment préparer l'ojize et tresser les cheveux en formant la coiffe distinctive appelée ermbe. Les Himba sont des pasteurs nomades. Ils avancent lentement dans l'immensité du désert avec leurs troupeaux, suivant les pluies rares à la recherche de pâturage. Leurs maisons sont simples, mais parfaitement adaptées à leur environnement. Ces huttes en forme de dôme, appelées ozonjupa, sont construites avec de jeunes branches, de la boue et de la bouse animale. Elles peuvent être démontées rapidement lorsque le groupe doit partir, tout en offrant assez d'ombre et de protection contre les conditions difficiles. Malgré les épreuves, sécheresse sévère, manque d'eau et recherche permanente de pâturage, les Himba ont bâti bien plus qu'un mode de survie. Ils ont créé une culture riche, belle et profondément liée au bétail, à la terre et aux traditions anciennes. Cela fait d'eux l'une des communautés les plus résistantes et les plus remarquables d'Afrique. Mais le changement climatique est devenu l'ennemi le plus dangereux qu'ils aient jamais affronté. Les sécheresses durent de plus en plus longtemps. Certaines familles Himba sont contraintes de se rapprocher des villes où la pression pour abandonner leurs traditions devient plus forte. 6. Les Suri, les guerriers artistes des hauts plateaux. Dans les collines escarpées de la région de Lomo, à l'ouest du territoire Mursi, vivent les Suri. Ce sont des éleveurs de bétail, des défenseurs tenaces de leurs terres et certains des plus grands artistes visuels d'Afrique. Les Suri transforment leur corps en œuvres vivantes. Hommes et femmes décorent leur peau avec des motifs complexes de craie blanche. Points, cercles et lignes recouvrent le visage, la poitrine, les bras et les jambes. Ces dessins élégants ne sont pas de simples ornements. Ils expriment la beauté, l'identité, le courage et le statut social. Chaque génération transmet son propre langage visuel. Un jeune Suri peut lire les dessins corporels d'une autre personne presque aussi facilement qu'une page écrite. Certaines femmes Suri, comme leur cousine Mursi, portent aussi des ornements labiaux. Les Suri sont profondément attachés à leurs troupeaux. La vie dans leur région est rude, marquée par de longues sécheresses et des ressources en eau limitées. Pourtant, ils conservent une force d'esprit et une résilience remarquables. Leur tradition la plus connue est une compétition cérémonielle appelée Donga. De jeunes hommes s'affrontent dans des combats rituels au bâton en utilisant de longues perches de bois
pour démontrer leur courage et leur discipline. Le but n'est pas de détruire l'adversaire, mais de gagner du prestige. Le champion du Donga reçoit un immense respect dans la tribu et est considéré comme un partenaire plus attirant pour le mariage. Si vous deviez essayer ce rituel Suri, pensez-vous pouvoir le traverser? Partagez votre avis dans les commentaires. Les femmes Suri jouent ici un rôle puissant. Elles observent attentivement les affrontements, évaluent le courage et l'habileté de chaque combattant. Leurs préférences influencent directement les hommes considérés comme prêts au mariage. Mais les Suri subissent aussi une forte pression extérieure. Leurs terres de pâturage sont disputées depuis des générations. Certains anciens craignent que dans seulement 2 générations, les visages peints des hauts plateaux ne deviennent plus qu'un souvenir. 7. Les Afars. Les maîtres de la survie dans l'extrême. Au nord-est de l'Éthiopie se trouve une région si hostile que des astronautes l'ont utilisée pour étudier des paysages semblables à la surface de Mars. La dépression du Danakil se situe à environ 120 mètres sous le niveau de la mer, avec des températures diurnes dépassant fréquemment 50 degrés Celsius. C'est l'un des endroits les plus chauds et les plus impitoyables de la planète. Et c'est là que les Afars vivent depuis des siècles. Dans cette terre qui semble presque inhabitable, les Afars ont construit une civilisation capable de durer. Ils sont à la fois éleveurs nomades et mineurs de sel. Chaque jour, ils marchent pendant des heures sur les immenses plaines blanches de sel, utilisant de simples outils manuels pour découper des blocs dans la croûte terrestre. Ces blocs sont ensuite chargés sur le dos des chameaux. Les caravanes parcourent des centaines de milles à travers le désert pour rejoindre les marchés de l'intérieur des terres. Ce commerce est plus ancien que la formation de nombreux États modernes. Les Afars sont considérés comme l'un des peuples les plus résistants du monde. Leur corps s'est adapté à la chaleur. Leur silhouette fine et légère leur permet de parcourir de longues distances avec très peu d'eau. Ils déplacent leurs troupeaux de chèvres et de chameaux avec précision, toujours un pas devant la chaleur extrême. Ils vivent dans de petites huttes basses faites de nattes tressées et de peaux animales. Ces abris apportent de l'ombre pendant la journée et protègent du froid des nuits désertiques. Pour un étranger, ce lieu ressemble à une autre planète. Pour les Afars, c'est simplement leur maison. 8. Les sangs du Kalahari, les maîtres du sable. Le désert du Kalahari couvre plus de 350 000 milles carrés, s'étendant à travers le Botswana, la Namibie et certaines régions d'Afrique du Sud. Au milieu de ces dunes rouges vivent les San, parfois appelés Bushmen. Les études sur l'ADN humain suggèrent que leur lignée s'est séparée des autres branches de l'humanité il y a des dizaines de milliers d'années. Ils sont ainsi les témoins vivants d'une ascendance très ancienne. Les San sont des maîtres de la survie. Un chasseur San peut estimer l'âge, le poids et la direction d'un animal à partir d'une empreinte à peine visible dans le sable. Les hommes chassent avec de petits arcs et des flèches empoisonnées. Ils peuvent suivre une gazelle blessée pendant toute une journée grâce à une méthode appelée chasse persistante, plus ancienne que la civilisation elle-même. Les femmes San possèdent des compétences tout aussi impressionnantes. Elles savent reconnaître plus d'une centaine de plantes et savent exactement quelles racines contiennent de l'eau pendant les mois les plus secs. Dans une région où l'eau de surface peut disparaître pendant des semaines, ce savoir marque la frontière entre la vie et la mort. Leur langue est unique au monde, avec de nombreuses consonnes aspirées distinctes. Lors des soirées fraîches du désert, la communauté se rassemble autour de petits feux pour accomplir la célèbre danse de guérison San. Les participants tournent autour des flammes, frappent des mains, chantent et martèlent le sol en rythme. Cette danse est censée purifier la maladie et rééquilibrer l'esprit. La société San est profondément égalitaire. Les femmes ont une voix importante dans les décisions collectives. Les richesses sont partagées et les biens personnels restent très limités. Cependant, l'histoire moderne des San est douloureuse. À partir des années 1990, le gouvernement du Botswana a déplacé de nombreuses familles San hors de leurs terres ancestrales, situées dans la réserve de faune du Kalahari central. Une longue bataille juridique a suivi,
et de nombreuses communautés sans vivent encore aujourd'hui en marge de leur territoire traditionnel. Ces 8 communautés ne sont pas des vestiges figés du passé. Elles sont des philosophies vivantes, chacune offrant une réponse différente à une même question. Comment vivre en équilibre avec la Terre? Cette vidéo ne cherche ni à romantiser leurs difficultés, ni à juger leurs traditions. Pour les comprendre, il faut les observer à travers le regard de ceux qui les vivent réellement, dans un monde façonné par les réalités économiques, les exigences de l'environnement et des siècles de signification culturelle. La véritable force ne réside pas dans la conquête de la nature, elle se trouve dans la capacité à l'écouter, à s'adapter à elle et à vivre en harmonie avec elle. Les modes de vie les plus anciens portent encore certaines des vérités les plus profondes sur la résilience, la communauté et notre lien commun avec la Terre. Alors, après ce voyage, nous aimerions connaître votre avis. Quelle communauté vous a le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si ce film vous a ouvert les yeux, ou vous a rappelé que le monde est bien plus étrange et plus beau que ce que nous voyons habituellement à l'écran, soutenez la chaîne. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Jusqu'à notre prochaine exploration, continuez à voyager, gardez votre curiosité vivante et observez le monde avec plus d'attention. Il reste encore tant de choses à découvrir.